Samedi 10 mars 2018, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition sur la télévision Labari. La coordination régionale du Modern FA, le mandat de Niamey, rejette en bloc la loi de finances 2018 et demande aux militants de la dite coordination de participer massivement demain dimanche 11 mars 2018 à la marche citoyenne qu'organisent les structures de la société civile nigérienne. Un extrait de cet appel donc avec le coordinateur de la dite coordination, le député Ousmane Sanda. La mise en œuvre de la loi des finances sataniques et antisociales 2018 depuis 2 mois confirme malheureusement les craintes de l'opposition et tous nos compatriotes en sont désormais convaincus car le vivant quotidiennement dans leur chair. Notre devoir est donc de contraindre le super ministre Hassimi Massoudou à reculer malgré sa promesse faite aux partenaires techniques et financiers d'imposer au peuple nigérien contre sa volonté ces mesures assassines. Les propos mensongers développés à l'encontre de l'opposition politique et la société civile lors de la marche achetée du 4 mars dernier en sont, si besoin la preuve que le pouvoir de Issoufou Mahamadou a atteint ses limites objectives et qu'il vit désormais dans la peur et l'illusion. Le Front pour la restauration de la démocratie et la défense de la République FRDDR, l'opposition politique, appelle aussi tous les militants de l'opposition de sortir massivement ce dimanche 11 mars pour participer à la marche citoyenne pacifique contre la loi de finances, donc à l'appel des organisations de la société civile qui ont donc pris l'engagement de sortir toutes les 2 semaines ici à Niamey et sur l'ensemble du territoire national. Un extrait avec Amadou Alijiboumax, les membres du FRDDR. La loi des finances 2018 est une loi qui met le Niger en retard. C'est une loi régressive qui pose beaucoup de problèmes. Et effectivement, à l'appréciation, il fallait attendre que le 1er janvier, février, mars, que la population vive réellement ce que c'est que la loi des finances. Donc quand la société civile appelle à ce que le gouvernement d'une part d'abord mette de l'eau dans son vin et puisse revenir sur certaines dispositions qui ne sont pas du tout favorables d'une part, et de l'autre que les contribuables apprécient par ce qu'ils vont avoir sur le coup, il fallait du temps. Et le temps, aujourd'hui, on l'a suffisamment eu. Et la société civile c'était un rôle, si vous voulez, d'alerte qu'ils avaient. Ils l'ont fait avant même l'adoption de la loi, pendant l'adoption de la loi, et maintenant, à la fin, c'est une réaction légitime par rapport aux effets néfastes de cette loi. Face à cela, cette société civile indépendante, parce que je la qualifie d'indépendante, car il y a une société civile qui est avec le sieur Bazoum, celle qui l'a fabriquée de tout le temps et que personne ne savait, qu'ils étaient à la base de la création de ces sociétés civiles pour leurs sales besoins, pour arriver au pouvoir. Ils sont arrivés au pouvoir et la preuve, c'est que cette société civile est avec eux. Rares sont les syndicats qui, par exemple, se sont décrochés du pouvoir pour dire que la réalité est là et qu'aujourd'hui, il faut la vivre. Nous sommes des politiciens, certes. Nous avons des préoccupations autres que la société civile. Mais quand il s'agit de la nation, en tant qu'homme politique, nous sommes les premiers concernés, normalement, avant même la société civile. Mais puisque la société civile a crié avant nous et que maintenant la société civile veut montrer à la population qu'il y a un problème, nous soutiendrons cette société civile-là tant qu'elle va faire ce mouvement-là pour, disons, libérer le peuple nigérien. Ça, c'est une marche de libération. Donc, j'appelle toutes les organisations du FRDDR, sans réserve, de se joindre à la société civile, de se mobiliser comme un seul homme pour défendre ce que le droit que la Constitution nous donne, celle qui nous permet de réagir
quand nous sommes affectés dans notre propre avenir, dans notre propre devenir. Justement, revenons sur ce plateau pour parler de la marche citoyenne demain 11 mars 2018 ici à Niamey et dans plusieurs localités du Niger. Une manifestation organisée par le cadre d'action et de concertation des organisations de la société civile dont nous recevons ici sur ce plateau un des membres. Monsieur Mohamed Arzaka, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation pour justement revenir sur votre combat que vous avez engagé depuis quelques semaines, et vous avez suivi au début de ce journal deux structures notamment politiques, l'Oumana et le FRDDR, qui ont décidé de vous soutenir et qui ont appelé leurs militants à à sortir massivement demain pour répondre à votre appel. Et quelle est votre première réaction par rapport à ces deux interventions? Je vous remercie. Avant toute chose, permettez-moi de vous remercier et de vous féliciter pour cet effort inlassable que vous continuez de mener en tant que média indépendant, en tant que média citoyen, et qui acceptait, malgré la difficulté, malgré les souffrances, malgré le fait qu'on n'a pas les moyens de communication pour vous payer ce que vous rendez comme service citoyen à nous autres quand nous menons des activités, et quand vous nous donnez la chance d'être interviewé ou d'être reçu sur vos plateaux pour donner nos points de vue, nos informations, communiquer avec le public, informer les citoyens de ce que nous sommes en train de faire. Donc je pense que ce que vous êtes en train de faire, c'est quelque chose d'exceptionnellement important et nous vous félicitons pour cela. Surtout que la télévision qui est censée jouer ce rôle, notamment qui est notre télévision, la télévision d'État, les organes d'État qui sont l'antenne à travers la radio et la télévision, sont totalement désormais caporalisés. C'est devenu une télévision à la solde exclusive du pouvoir, et même elle contribue à aider le pouvoir à déverser sa haine et maladive contre une partie de la population. Quand vous regardez la manière dont aujourd'hui Télé Sahel et couvre les manifestations du pouvoir, pratiquement c'est des films même documentaires qui sont faits à l'intérieur des journaux pour rendre compte de l'activité des partis au pouvoir. En fait, j'avais dit des camps du pouvoir. Mais et même les droits de réponse, nous n'avons pas sur ces médias-là. Donc c'est pour ça que vraiment, c'est avec beaucoup de plaisir que je réserve la première partie de mon intervention à tous les médias, et à tous les médias indépendants, et particulièrement à vous pour ce que vous faites, et je souhaite vivement que le peuple nigérien comprenne que vous êtes en train de faire des efforts très importants en sa faveur pour rendre possible l'accès à l'autre information et l'information citoyenne, et que le peuple nigérien doit vous soutenir malgré la volonté affichée du gouvernement à travers le ministère des Finances de vouloir, sans avoir à vous accompagner, de vouloir maintenant liquider les organes pour qu'il n'ait sur place que des télévisions genre Télé Sahel ou l'autre Télé Sahel que tout le monde désormais connaît le rôle qu'elle joue. Donc voilà ce que je peux commencer par dire avant de parler de notre manifestation. Deuxième chose, pour ce que vous avez dit, vraiment je félicite les responsables politiques que je viens de voir qui ont interpellé, ou j'allais dire appelé, leurs militants, leurs sympathisants à joindre leurs efforts et aux efforts des autres citoyens nigériens qui sont dans d'autres organisations sociales et politiques et qui sont sans parti et qui sont appelés en tant que citoyens à participer à ce combat citoyen qui est un combat que nous sommes en train aujourd'hui de conduire avec bien sûr l'accord de tout le monde, avec je vais dire l'engagement de tous les citoyens dans toutes les régions du pays. Tout le monde le sait. Et d'ailleurs, je vais rappeler quelque chose que M. Max a dit. C'est important de le savoir, M. Hassan. Les partis politiques dans notre pays, au regard de la loi, au regard de la charte des partis, contrairement à ceux qu'ils ont souvent laissé entendre ou compris,
que les partis, c'est juste des activités politiques, politiciennes à la conquête du pouvoir et aller en participant aux élections. Les partis politiques au Niger ont 8 fonctions qui sont définies par la charte des partis politiques. Parmi les 8 fonctions qui sont assignées aux partis politiques, la fonction électorale, c'est une fonction sur les 8. Et toutes les autres fonctions, il y a la fonction, par exemple, de défense des droits de l'homme. Autant les associations de défense des droits de l'homme que nous sommes en tant qu'association, autant nous avons la possibilité de faire la défense des droits de l'homme, autant il est requis que les partis politiques s'investissent dans la défense des droits de l'homme conformément à la charte des partis politiques. Mais malheureusement, comme pendant longtemps, les partis ne s'intéressent pas à ces aspects. Et ce qui fait que quand on voit maintenant un parti parler des droits de l'homme ou une association de droits de l'homme se mettre ensemble avec un parti qui s'engage à faire le même type de combat dans le cadre de la défense des droits de l'homme, dans le cas d'espèce, il s'agit des droits économiques et sociaux. Lutter contre la vie chère, c'est de ça qu'il s'agit. Et qu'un parti, n'importe quel des partis politiques, a la possibilité de s'investir dans ce combat citoyen pour la défense comment on appelle ça, pour la défense des intérêts économiques et sociaux des citoyens nigériens. Vous n'avez qu'à lire tout ce... Il faut lire la charte des partis politiques. Moi, j'ai l'impression qu'au Niger, malheureusement, nos gens sont faibles. Ils ne lisent pas, ils ne connaissent pas nos lois. Or, on ne peut pas vivre une démocratie sans connaître les lois de la République, sans connaître les articulations de toutes les lois qui gouvernent le fonctionnement de la République, la vie en République, le devoir des uns et des autres, le rôle et la responsabilité des acteurs. Donc voilà pourquoi souvent les gens nous agressent gratuitement et injustement, parce que simplement nous évoquons des choses qui sont dans la loi mais qu'eux ignorent. Et donc, aujourd'hui au Niger, c'est le fait de savoir ce que la loi dit et d'en parler, c'est ça qui devient un problème, parce que si vous en parlez et que ça ne cadre pas avec l'idée que les gens se font de ce que ça doit être et de comment ça doit être, donc tout simplement on commence à vous insulter. Et nous sommes, nous particulièrement, régulièrement victimes de ces genres de choses, de l'ignorance des gens et qui se déversent contre nous gratuitement. Sinon, il n'y a qu'à lire la charte des partis, vous verrez que c'est légitime pour des partis politiques c'est même un devoir qui leur est demandé. Ils sont même financés par l'État. Vous savez que les partis politiques, ceux qui ont surtout les députés à l'Assemblée, ils sont même financés par l'État pour qu'ils puissent faire leur travail de parti politique avec l'obligation d'accomplir les 8 fonctions-là qui sont celles des partis politiques. Donc, notamment la fonction de la formation aussi, la formation politique idéologique de l'homme militant, la formation de l'opinion publique, la sensibilisation de l'éducation à la citoyenneté, pour que tous les citoyens comprennent ce que c'est que la vie publique, ce que c'est que la vie politique, ce que c'est que les droits et libertés des citoyens. Mais malheureusement, et Hassan, nous sommes loin, et c'est ça qui fait que derrière nos organisations que nous avons mises en place, nous essayons autant que nous pouvons, et comme je l'avais dit un jour derrière, l'effort que nous avons fourni, et dans le cadre de l'éducation à la citoyenneté, pratiquement quand vous mettez ensemble tout ce que les partis ont fait dans ce pays-là, ça ne fait pas 10% de ce que nous avons fait. Donc, Président, on n'a pas suffisamment de temps maintenant. Revenez sur votre manifestation de demain. Apparemment, vous avez des éléments nouveaux par rapport à notre manifestation de demain, Inch'Allah, je confirme que dans le cadre de la 5e journée d'action citoyenne, demain 11 mars, Inch'Allah, le 11 mars, demain, on va observer cette journée et sur l'ensemble du territoire national, dans toutes les régions du pays. Partout, nous avons réussi cette fois-ci, dans les différentes régions, à réussir à mobiliser les Nigériens qui seront d'accord à se solidariser des autres Nigériens des autres régions pour qu'ensemble nous réaffirmons notre protestation contre cette loi de finances antisociales. Donc les échos que vous recevez de l'intérieur du pays vous réconfortent? Mais bien sûr, les échos nous réconfortent. Vous voyez bien que nous sommes... Vous savez, c'est même le pouvoir qui nous a fait la campagne. Parce que la manifestation qu'ils ont organisée, les discours que les députés de la majorité ont tenus en allant pour essayer de chercher à rappeler les gens, à les faire de la démagogie, à les insulter, parce que certains compatriotes dans certaines régions ont ressenti les interventions des députés de la majorité et du gouvernement dernièrement avec sa marche d'État, mais comme une insulte.
Le gouvernement, vous avez entendu les questions que le Cheikh Bazoum a posées. Le Cheikh Bazoum demandait est-ce qu'il y a eu augmentation. Depuis 2 mois, rien n'a augmenté, aucun franc n'a été augmenté. Non, mais des gens qui savent que ça a été augmenté. Et que lui, il dit que rien n'a été augmenté. Il dit que depuis 2 mois, on n'a pas vu des orphelins qui sont concernés par l'application de la loi sur la taxe sur la mutation par décès. Naturellement, la loi, une fois qu'elle est faite, une loi, ce n'est que celui qui est concerné par elle qui peut savoir qu'elle est là. Parce que la disposition, elle est là en attendant que vous soyez dans le cas. Pour le moment, nous sommes encore vivants. Et nous ne sommes pas encore orphelins. Nous sommes vivants. Et d'autres qui sont orphelins, eux, ils le savent. Et tout le monde va passer à la casserole. Chacun va passer. Maintenant, ils ont dit qu'il n'y a ils ont dit toutes les céréales, rien n'a changé. Ça n'a pas changé parce qu'ils ne savent pas. Parce que pour savoir que ça a changé, il faut que vous soyez vous-même concerné par la possibilité d'aller au marché pour faire des achats. Et comme ils ne partent pas au marché, la plupart de ceux qui étaient à la marche, c'est qui? C'est le président de l'Assemblée, vous l'avez entendu dans son discours avec ce qu'il a dit. Le Premier ministre et tous les membres du gouvernement, les députés, les directeurs généraux, les directeurs des sociétés d'État, les chefs de projet, les autres DG et autres, et les gens qui aspirent à se faire voir pour qu'on ne les oublie pas dans le partage du gâteau. C'est tout. Et le reste, tous les restes, ce sont des gens qu'on est parti prendre en payant, en faisant l'achat de conscience, en leur donnant ce que vous avez vu à la télé. Vous avez vu toutes les images, même aujourd'hui. Ça s'est passé la même chose à Zender et à Maradi, là où on a organisé les manifestations qu'ils ont organisées aujourd'hui. On a vu des gens qu'ils ont pris dans les hameaux pour les amener en ville, parce que les gens de la ville, eux, ils ont compris. Parce qu'eux, ils ont compris, donc on ne peut pas les mobiliser. On prend des camions, on va là-bas dans les villages pour essayer de mentir aux gens et leur dire de venir à une cérémonie et qu'on va leur donner de l'argent pour qu'ils puissent assister. Or, vous savez très bien que nous, on ne peut pas comparer nos manifestations, qui sont des manifestations citoyennes, assumées par chaque acteur qui vient. Tout celui qui participe, il participe à son nom. Il participe pour lui-même parce qu'il est convaincu qu'il doit être là. Il ne participe pas pour le plaisir de nous, Arzika, ou de Ali Idrissa, ou de Moussa Tchangari, ou de quelqu'un d'autre. Il assiste parce qu'il est convaincu que c'est une lutte citoyenne qui vaut la peine d'être menée. Et qu'en assistant, il assiste parce qu'il sait que si on arrive à obtenir le résultat, il aura lui-même attiré les dividendes du résultat de cette lutte. Donc voilà pourquoi les gens se mobilisent. Et nous avons dit aux gens, nous sommes en démocratie citoyenne. Dans le cadre de la démocratie dans lequel nous sommes, c'est un gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Donc le gouvernement là qui est là, c'est un gouvernement qui a l'obligation d'écouter le peuple, d'écouter les citoyens et de savoir que, contrairement à ce que M. Bazoum a dit, que c'est la logique du nombre. Non, en démocratie, ce n'est pas seulement le nombre, c'est aussi le droit aux autres citoyens. Même la minorité a des droits. Chaque citoyen nigérien a des droits qui doivent lui être réservés et ces droits-là doivent être protégés par l'État. L'État doit protéger les droits de chacun. C'est prévu dans la Constitution. Donc vous ne pouvez pas dire que vous allez organiser une manifestation pour montrer que vous avez du nombre. Alors que là où on vous attend, c'est de chercher des résultats. Chercher les solutions aux problèmes qui sont là. Ça, je crois qu'on l'a même déjà dit depuis longtemps, parce qu'avant eux, il y a eu d'autres gouvernements qui ont tenté ce genre d'expérience. Et à l'époque, nous avons pu leur dire que ce n'est pas pertinent. Et je crois qu'eux-mêmes, à l'époque, finalement, ils ont tiré la leçon. Et ce qui fait que depuis 2006, quand ça s'est passé, plus jamais personne n'a tenté de refaire la même chose pour dire que, parce qu'il y a une divergence de lecture, de compréhension ou d'acceptation entre les Nigériens et l'État. Donc on va, comment on appelle ça, on va organiser des marches d'État pour ce non. Ça n'a jamais existé. Donc je termine en disant, sur cette question-là, l'appel qui a été lancé par les uns et les autres, il n'y a pas que les politiciens. Les partis politiques de l'opposition, les centrales syndicales, les autres comment on appelle, fronts aussi de l'opposition, et ils ont aussi lancé un appel, et même d'autres citoyens qui sont les militants de tous les grands groupes des partis et membres de la MRN. Nous avons beaucoup qui ne sont pas partis à la manifestation de la MRN parce qu'ils ne sont pas d'accord. Ils n'ont pas accepté d'aller à la manifestation. Vous imaginez que si la manifestation là de la MRN était vraiment acceptée par leurs militants, mais ce n'est pas une affaire de ce qu'on a vu à la place de la concertation le 4.
et ce qu'on a vu dans les autres régions, même ce matin à Zander. Parce que quand même, on reconnaît que tous ces partis-là, si tous leurs militants sont vraiment sortis, c'est que c'est pas le résultat qu'on a. Mais comme les militants ne sont pas d'accord, les militants considèrent que c'est une lutte qui mérite d'être faite en tant que citoyen. C'est une lutte citoyenne qui n'a aucune coloration politique. Même que les gens veulent donner la coloration politique à ça, en voulant coûte que coûte s'en prendre à un parti politique ou à un groupe de partis pour vouloir nous accouder ce que nous sommes en train de faire à leur problème politique et nous prendre comme des supplétifs. Ils savent très bien que nous, on est loin d'être des supplétifs. Et ils sont très convaincus, parce qu'ils le savent. Parce que si nous étions supplétifs, on l'aura déjà été avant de l'être aujourd'hui. Parce que nous avons vécu avec eux, derrière nous, dans les manifestations qu'on a organisées avant. Donc, Président, nous allons revenir avec vous sur ce plateau, le temps de noter que le statut et ce congrès du syndicat national des agents de justice à SNAJ qui a tenu donc ce matin, qui a ouvert les travaux de son 6e congrès sur le thème statut autonome, une réalité, quel plan de carrière pour les agents du cadre judiciaire. Donc la cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence de plusieurs invités. Précision dans cet élément. Après 4 ans de lutte en faveur de l'amélioration des conditions de vie et de travail des agents de justice, le bureau sortant du syndicat national des agents de justice tire un bilan globalement satisfaisant. Je suis très fier quand même de tout ce qu'on a fait par rapport à ce mandat. Et indépendamment de ça, nous sommes en train de faire d'autres projections qui sont au plan social très importantes pour nos militants, telles que la cité judiciaire et la mutuelle de santé. Tout ça, là, nous sommes en train de réfléchir sur ces thématiques-là pour voir comment asseoir ça. Parce que quand il y a la santé, tout peut aller. Dans ce que j'ai pu voir, qu'on a pu réaliser, nous sommes au moins à 90% de réalisation de nos revendications. Certes, des avancées ont été enregistrées, mais beaucoup reste encore à faire pour améliorer le quotidien des agents, estime le bâtonnier. Luttons-nous tous pour que nous puissions améliorer ces conditions de travail. Parce que si vos conditions de travail ne sont pas améliorées, votre carrière en souffrira. Vous allez à la fin de votre séjour à la justice vous retrouver avec des doigts ankylosés, avec des yeux qui ne voient plus parce que vous avez continué à écrire. Si la machine qui existe doit s'étendre 5 ou 10 fois pour se rallumer, on ne peut pas le faire. Si vous devez faire des inculpations sur 10, 15, 20 personnes, avec ces nouvelles procédures et avec ces nouvelles réformes, il faut qu'on puisse aussi aller avec les moyens qui vont avec ces réformes. Des propos soutenus par une greffière. Je n'ai jamais su que le greffier était important. On doit se respecter nous-mêmes greffiers d'abord. Aujourd'hui, le greffier est quoi? Moi, il est là, c'est un agent tout pourri, il vient sans importance, il est là dans la juridiction. C'est pas ça. C'est le moteur des juridictions de greffe. Précieux sommes-nous. Dans son combat, le SNAJ bénéficie du soutien de l'USTN, sa centrale d'affiliation. On a coutume de dire que nul n'est prophète en son temps. Mais les esprits lucides conviendront avec moi que beaucoup de changements positifs sont intervenus au cours de ton mandat. Et cela avec le soutien inconditionnel de ton équipe, à qui je rends un vibrant hommage. En ouvrant les travaux de ces assises, le représentant du ministre de la Justice s'est réjoui des résultats auxquels le SNAJ et le ministère se sont parvenus. Le bureau sortant, à l'occasion de la présentation de son bilan moral et même financier, apprécie l'apport du ministère dans l'atteinte des résultats. À cet égard, il me plaît de rappeler que le secrétaire général sortant du syndicat national des agents de justice a relevé l'effectivité des indemnités de transport et des incidences financières qui, jadis, étaient une revendication faisant partie du cahier de charges du bel stage issu du 5e congrès. Comme vous pouvez le constater, des progrès ont été faits par le ministère pour satisfaire autant que faire se peut vos revendications tant matérielles que morales. Au terme des assises de ce 6e congrès, le SNAJ va procéder au renouvellement de son bureau. L'ancien bâtonnier de l'ordre des avocats, Maître Daouda Samna, a été honoré ce samedi à l'occasion de ce congrès du syndicat national des agents de justice à SNAJ avec plusieurs autres personnes pour services rendus au corps. Des témoignages ont été décernés à toutes ces personnes. Les images. Rendre à César ce qui lui appartient,
Le syndicat national des agents de justice SNAJ l'a si bien compris. En effet, plusieurs personnes qui ont rendu service au corps étaient à l'honneur à la cérémonie d'ouverture du 6e congrès du SNAJ. Parmi ces personnes, l'ancien bâtonnier de l'ordre des avocats du Niger, Maître Daouda Samna, qui n'a ménagé ni son temps ni son énergie pour être toujours aux côtés des agents de justice, d'où ce témoignage de satisfaction que le SNAJ a bien voulu lui décerner en guise de reconnaissance. Pour le témoignage de Maître Samna, en fait, c'est quelqu'un qui est un grand défenseur des droits de l'homme, indépendamment même de sa qualité d'avocat. Et nous nous sommes côtoyés, il a côtoyé la structure, nous sommes encore dans le cercle de concertation avec les magistrats, les huissiers, les notaires, les avocats. Donc nous avons pensé utile maintenant, bien qu'il a fini son bâtonnat, nous avons préféré quand même lui donner ce témoignage de satisfaction, puis qu'il soit absent. Vous savez, chaque structure syndicale à un conseil juridique. Bien que nous-mêmes aussi nous sommes des juristes, mais la difficulté qu'on a, il faut qu'on sache que maintenant quand on a un problème, même pour un collègue ou quelque chose comme ça, qui peut nous assister dans cette procédure. Et même sans frais, les gens le font à titre bénévole gratuit. Maître Daouda Samna, il a fait beaucoup de choses. C'est même interminable ce que je peux dire de lui. Nous avons vraiment eu des excellentes coopérations avec lui. Et notamment encore, il y a quelqu'un d'autre que vous avez oublié. Il y a le bâtonnier aussi, Maître Ali Adam, qui était avec nous depuis la gestation de ce syndicat. Maître Daouda Samna, un jeune avocat déterminé, mais aussi engagé à se battre pour redorer l'image des hommes en noir, mieux pour crédibiliser davantage le secteur. Retour sur ce plateau avec notre invité du jour, nous, Mamadou Arzouka, du cadre d'action et de concertation des organisations de la société civile, pour revenir toujours pour la lutte contre la loi de finances 2018 avec la manifestation de demain 11 mars 2018. J'imagine, Président, et déjà vous êtes en même temps défenseur des droits des consommateurs et j'imagine vous avez déjà arrêté quelques plaintes des consommateurs relativement aux nouvelles mesures de cette loi de finances. Non, mais bien sûr, vous savez très bien, déjà avant que on arrive à là, on l'a anticipé. C'est quand même un travail que nous faisons depuis de longues années. Et que lorsque le problème s'est posé, nous avons très tôt, été justement les premiers à se rendre compte du contenu du projet de la loi de finances. Dès qu'on a pris connaissance du contenu, très tôt on a dit ce contenu-là, s'il devait être gardé tel quel, voilà les conséquences qu'il peut engendrer sur le coût de la vie. Et comme nous sommes des acteurs qui se sont donnés en tant que bénévoles volontaires pour lutter contre la vie chère, apporter notre contribution citoyenne à la défense des droits des citoyens dans le cadre de la lutte contre la vie chère, nous avons très tôt dit qu'il faut anticiper. C'est comme ça que nous nous sommes donné la mission de nous organiser en appelant tous les autres acteurs de la société civile et de créer ce cadre de concertation, échanger avec tout le monde et décider quelle attitude et quelle conduite on doit observer face à ça. Et c'est après avoir fait toutes ces discussions ensemble que nous avons décidé maintenant d'aller vers et de faire tout ce que nous avons fait, d'avoir l'intervention dans les médias qui a provoqué ce que vous avez entendu, le tollé avant même la présentation de la loi et au niveau de l'Assemblée nationale, parce que le gouvernement a pris beaucoup de temps avant de présenter la loi à l'Assemblée. Ensuite, on a été même écouté à l'Assemblée. Nous avons donné des propositions que nous avons formulées à l'occasion de notre rencontre avec la Commission des affaires économiques et du plan et la Commission des finances, où nous avons discuté avec eux et qu'ils ont tous reconnu, voilà nos propositions. Ils avaient tous été édifiés par ça et ils étaient contents de voir le type de travail que nous avons été amenés à faire. Maintenant, après avoir échangé avec eux tous, les gens ont dit, c'est vrai, ils sont d'accord que ça va causer des problèmes, mais voilà des difficultés qu'il y a. Parce que le ministre des Finances et le président de la République ont décidé que ça doit rester tel quel. Donc, ils ont considéré que c'est fini, c'est tel quel, il n'y a pas de modification. Et c'est pour cette raison que le président de la commission des finances, j'insiste, quand on a fini l'échange avec eux, il est venu devant témoin pour me rapprocher, pour dire, écoute, Intel, ce que vous nous avez dit là, vraiment, c'est pertinent. Est-ce que vous ne pouvez pas organiser une rencontre et aller chercher, demander une audience pour rencontrer le président de la République ou alors rencontrer la hiérarchie de leur parti politique, c'est-à-dire leur bureau politique? Nous avons dit quel est le lien qu'on a avec votre bureau politique ou le président de la République qui est l'exécutif.
Le président de la République est le chef de l'exécutif. Le document est passé en conseil des ministres devant lui. Et maintenant, l'Assemblée, c'est vous qui êtes les représentants du peuple. C'est vous qui avez le dernier mot pour accepter, oui ou non, que le gouvernement aille dans le sens de l'application de ces mesures qu'il propose. Après tout, c'est vous qui consentez l'impôt. C'est pas le gouvernement qui consent l'impôt. C'est vous qui consentez l'impôt. C'est vous qui dites que vous êtes d'accord et pour le faire, à condition que vous soyez sûr que c'est quelque chose de justifié, de pertinent. Mais vous-même, vous ne pouvez pas dire ça n'importe comment. C'est pas parce que les gens sont élus qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Le gouvernement, là, c'est un gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Vous représentez le peuple il est vivant. Il n'est pas mort. Il n'est pas un peuple de moutons, un peuple de comment on appelle ça. Il est capable de regarder. C'est pour ça que dans la Constitution, il a aussi été reconnu la possibilité, justement, de tout ce que nous avons relevé là, c'est en vertu de quoi nous agissons. Et quand quelqu'un a dit, oui, pourquoi est-ce que nous qui ne sommes pas des élus, on n'a aucun mandat, nous nous permettons de mettre nos nez et de faire du bruit plus que des gens qui sont élus. Mais malheureusement, il n'a rien compris. C'est une question de jeu de rôle. Dans la Constitution, à son article 9, la Constitution a dit, dans le cadre de la liberté d'association qui est reconnue et garantie par elle, les syndicats et les groupements de syndicats se créent et s'administrent librement. Les associations et les groupements d'associations, c'est-à-dire les organisations de la société civile, se créent et s'administrent librement. Et les partis politiques aussi la même chose. C'est le même article qui traite de trois groupes-là. C'est le même article qui traite des partis politiques, des syndicats et des associations de la société civile. Et donc, maintenant, dans le rôle, les partis ont dit concours à l'expression du suffrage. En tant que parti, ils concourent à l'expression du suffrage. Ce qui n'est pas le cas des associations ou des syndicats. Mais cela ne veut pas dire que... donc, ils n'ont pas le droit de se prononcer sur des questions objet du combat qu'ils mènent. Et c'est pour ça qu'en tant qu'organisation de la société civile et défenseur des droits de l'homme, donc nous avons le droit de regarder s'il y a des choses qui menacent les droits de l'homme ou qui apportent atteinte aux droits de l'homme, droit de façon générale ou droit spécifique. Tout ça là, nous avons le droit de le faire. Et c'est dans ce cadre-là que nous sommes en train de faire notre combat. C'est pas quelque chose de contraire. Nous ne sommes pas en train les organisations de la société civile ne sont pas en train de prendre la place de quelqu'un. Même qu'on a déjà entendu les gens dire que mais on a appris que vous-même vous avez dit que maintenant vous êtes en train de faire de la politique, que c'est de la politique que vous êtes en train de faire et c'est ça qui est derrière votre... J'ai dit mais c'est triste. Il faut d'abord situer toutes les choses dans leur contexte. Ça fait combien d'années nous sommes en train de faire ce combat-là? Là, après, vous avez entendu, même le 4 là, vous avez entendu M. Bazoum, lui qui a toujours été élu dans le cadre, au niveau d'une circonstance spéciale, avec le concours d'une coalition. Et c'est lui qui vient nous narguer pour dire que nous, on ne peut même pas être élus. C'est dans les mêmes conditions de ce genre de réaction que nous avons été amenés à répondre à Issouf Mohamed, le président de la République, à l'occasion de l'invitation que nous a faite. Et comment on appelle ça, à la rupture des jeunes. Et nous lui avons dit, donc ce n'est pas une glorieuse, c'est pas parce que vous êtes dans des partis politiques et qu'en tant que militant des partis, le parti concourt à l'expression du suffrage, que vous croyez que nous-mêmes en tant que citoyens, simples citoyens, même si on évolue dans la société civile, on est citoyens. La Constitution, là, à son article 9, a dit les mêmes prérogatives qu'elle reconnaît au parti de concourir à l'expression du suffrage, elle les reconnaît à tout citoyen. Donc un citoyen acteur de la société civile, c'est un citoyen comme tout le monde qui a la possibilité de se présenter conformément à ce que la Constitution a garanti et ce que les lois de la République auront prévu. Mais donc, et quand on dit encore, on dit voilà, j'ai même affirmé fermement que c'est moi qui vais, Inch'Allah, remplacer, j'ai dit à Issou, c'est moi qui vais te remplacer ici. C'est comme ça qu'on a parlé. C'est moi qui vais te remplacer ici et moi-même j'aurai l'occasion de t'inviter pour que tu viennes aussi rompre en tant qu'ancien président de la République. Parce que lui, il n'a jamais invité les anciens présidents de la République, comme vous le savez. Il n'a jamais fait ça. Donc, c'est une manière de le sous-attaquer même, pour lui dire, je relève que depuis le temps que tu es au pouvoir, tu n'as jamais, même officiellement, considéré que Tanja est un ancien président de la République qui mérite, toi, en tant que président aujourd'hui, en titre, que tu le respectes, que tu le considères, que tu lui reconnais ce qu'il a fait et que tu l'invites pour que les gens voient que vous collaborez en tant que citoyen au service de la République. C'était des choses comme ça qu'on a discuté. Est-ce que tu comprends? Mais maintenant, de là à le dire, les gens, ça fait peur, ça crée une trouille chez les gens, parce que, vous le savez, je vais vous dire, mais et s'il y a quelqu'un qui est bien préparé dans la vie pour être un acteur politique,
ou pour être un candidat à une élection, soit député, soit président, soit autre. Mais il n'y a pas comme un acteur de la société civile. Lui qui, de par son activité d'acteur de la société civile, il passe toute sa vie comme dans un sacerdoce, en train de servir les autres, en train de travailler à lutter. Dans quel domaine de la vie aujourd'hui nous n'avons pas intervenu? Dans quel domaine de la vie il n'y en a pas? Dans tous les domaines de la vie économique, sociale et culturelle dans ce pays, on a été capable d'intervenir et d'apporter notre contribution à la résolution de 1001 problèmes dans ce pays. Donc, ça veut dire que nous connaissons mieux les gens, mieux que les gens, les problèmes. Toi, tu es seulement militant d'un parti, tu attends le jour des élections, on te présente, et d'ailleurs, tu ne sais pas si toi on va retenir, c'est une liste qu'on présente, et à la fin, on dit c'est toi. Parce que tu es plus loyal, ou serviable, ou manipulable par le leader, il dit que c'est toi qui vas être député. Et quand tu vas venir député à l'Assemblée, tu es député à l'Assemblée, mais tu n'as jamais été préparé à cette fonction de député. Donc tu ne connais pas le rôle du député. Et tu vas te comporter comme la plupart des députés que nous avons été amenés à voir, contrairement à ce que le président de l'Assemblée a dit. Il dit que maintenant il faut qu'on prenne des mesures pour que chacun reste dans son rôle. Il ne faut pas que les gens piétinent le rôle des uns et des autres, que les gens ne doivent pas occuper les rôles des gens. Les députés sont élus pour être députés à l'Assemblée. Les citoyens que nous sommes des citoyens avec le droit du contrôle citoyen de l'action publique, avec le droit à l'opinion, avec le droit à la pensée, à l'expression. Et nous avons le droit d'opinion, donc on peut constater ce qu'ils font à l'Assemblée et dire ce qu'on n'est pas d'accord ou on est d'accord. Mais si on les avait applaudis, mais on n'est pas meilleur que nous. Chaque fois que moi personnellement, quand il m'arrive de faire des choses, quand les autres pensent que ça va dans leur sens, ils me prennent pour leurs proches et les autres m'insultent. Quand je prends une autre position, un autre jour pour dénoncer une situation donnée qui concerne les autres aussi, disent ah, il a changé de camp. Désormais, il n'est plus nous, il a changé de camp. Ça veut dire que les gens ils ont beaucoup de choses à étudier de nous. Nous allons continuer à rester une énigme pour eux parce que nous sommes ce que nous sommes et nous allons les obliger à aller dans le sens de servir le peuple. C'est ça le combat que nous avons choisi. Et c'est pour ça que nous avons dit cette loi de finances. Parce qu'elle est une loi antisociale. Parce qu'elle est une loi scélérate. Parce qu'elle est une loi qui a été élaborée dans des conditions scabreuses. Malgré le semblant d'élection qu'on a dit avoir fait, allez-y demander, interroger chaque député dans le coin. Et à son âme et conscience, cherchez à savoir ce qu'il va vous dire par rapport à cette loi. Mais maintenant, nous on n'a pas de langue de bois. Nous, on n'est pas des complices. Nous, on n'est pas des manœuvriers. Nous, on n'est pas des hypocrites. Moi, dans ma vie, même, je n'ai jamais choisi ce genre de formule. Tout ce que nous faisons, nous le faisons de manière ouverte et transparente. Si c'est bon, nous allons dire c'est bon. Et on assume. Si c'est mauvais, on va dire c'est mauvais. On assume. Et on mène le combat qu'il faut. Aujourd'hui, nous avons entrepris ce combat citoyen pour aider le peuple nigérien dans le cadre de l'organisation que nous avons mise en place, à être capable d'assumer sa responsabilité de peuple dans un contexte démocratique. Et on l'exerce de manière citoyenne comme c'est prévu par la Constitution. C'est pour ça que nous avons toujours dit aux gens, nos manifestations doivent demeurer pacifiques. Elles doivent être pacifiques parce qu'en démocratie, c'est le nombre. Le nombre des citoyens, et comme dira l'autre, ils disent que c'est le nombre. Je dis, bon, les citoyens, quand ils vont marcher, ils vont sortir et que le gouvernement responsable constate que les députés, voilà, tout ce qu'ils ont fait, les citoyens ne sont pas d'accord, ils sont dans les rues en train de le dire. Dans tous les pays du monde, ça se fait. Et les gens reviennent. Au Niger, quand on a commencé ici en Afrique, c'est en Tunisie. Ils sont revenus. En Côte d'Ivoire, ils sont revenus. Dans d'autres pays, ils sont revenus. Mais nous ici, parce que nous avons des oraux, un monsieur qui s'appelle Massaoud Hassoumi, accompagné d'un autre à côté qui s'appelle Bazoum Mohamed, et avec tout ce qu'il y a comme cortège d'acolytes et autres, et un chamia et autres, qui sont là et qui peuvent venir s'asseoir. Vous avez vu le jour dans la marche avant-hier, vous avez vu, il y a même des gens qui avaient honte de regarder la caméra. Et la caméra, pardon, l'objectif de la caméra. Vous avez vu la plupart des gens. Parce que tout le monde était là. Mais les gens avaient honte. Ils savaient que c'est pas ça. Ils sont conscients que c'est pas ça. Mais pourquoi, bon Dieu, moi je vais accepter de faire ce contre quoi je ne suis pas d'accord. Le jour où je suis d'accord, je suis d'accord. Si je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord. Ça doit se savoir. Ok, donc voilà. Ça va se savoir, Président. Voilà. Et maintenant, votre manifestation, c'est pour demain le 11 mai. En un seul mot, quel est votre appel à l'endroit de la population? Notre appel à l'endroit de la population, c'est que malgré toutes les questions que les gens ont entendues, M. Bazoum posait, pour dire que est-ce que telle chose a augmenté, est-ce que telle chose a augmenté, il y avait un monsieur là-bas qui répond non à la place de tout le monde, alors même qu'il sait qu'il était en train de raconter des histoires. Ce qui est choquant, je vais inviter les gens à une réflexion sur le moral de certaines personnes. Mais regardez
pendant qu'il était en train de dire que le mensonge est une provision de courte durée, il savait qu'il était en train de mentir. Il savait que ce qu'il disait était un mensonge. Mais il pense démagogiquement tromper les gens pour leur dire que rien n'a augmenté et que d'ailleurs la loi là n'est pas faite pour que ça produise un effet, pour que ça augmente. D'après 2 mois après, rien n'a changé, on n'a appliqué aucun franc, rien n'a bougé parce qu'il ne sait pas que des choses ont bougé. Et c'est ça qu'il a demandé aux gens. Écoutez, dit aux gens, est-ce que ça a augmenté? Les gens disent non. Et donc rien qui n'a augmenté. Mais regardez, c'est ça, c'est la Nigélec. Ça, c'est la facture de Nigélec. Dans la nouvelle loi, d'abord avant la loi, il y avait un décret qu'on a pris pour changer les modalités de calcul des tarifs au niveau de la Nigélec, pour maintenant créer des tranches et faire des classifications par nature de puissance. Par nature de puissance de compteur que vous utilisez chez vous. Maintenant, selon que ce soit usage d'habitation ou usage commercial, il y a des tarifs spécifiques qui sont réservés. Maintenant, dans le cadre de cette loi des finances, la loi des finances dit qu'elle a institué une taxe d'habitation qui doit être portée sur la facture de la Nigélec. Et une ligne de tarif doit pouvoir être faite sur la facture de la Nigélec. La Nigélec, à un moment donné, a même écrit, fait un communiqué pour informer les clients que voilà ce qui est prévu dans la loi des finances. Elle a annoncé ça. Mais curieusement, lorsqu'il était question d'établir la facture du mois de janvier, la Nigélec n'a pas fait appel à la taxe qui est prévue d'habitation. Donc, elle n'a pas reporté ça, elle n'a pas créé la ligne dans la facture. Elle n'a pas créé cette ligne-là. Donc, la ligne, c'est quoi? C'est comme ici, par exemple, vous avez la redevance ORTN, vous avez la taxe sur le kilowattheure, et ensuite, vous avez la TVA, vous avez maintenant la consommation. Donc, cette ligne-là aussi, c'est à côté qu'elle doit être. On va mettre un autre truc pour dire taxe d'habitation. Et maintenant, selon votre puissance, la puissance de votre compteur, on va marquer ce qu'on a prévu. Maintenant, le tout se fait une facture. Et quand vous allez payer, vous payez une facture et on met un timbre. Donc, vous regardez la facture là. C'est 2 timbres qu'elle a. C'est 2 timbres de 200 francs. Ces 2 timbres de 200 francs là, pourquoi? Comme la Nigélec n'a pas porté, elle n'a pas créé la ligne dans la facture, et c'est après que le gouvernement les a cuisinés pour savoir pourquoi ils ne l'ont pas fait. Maintenant, ils ont tenté de faire du rattrapage pour les clients qui vont venir au guichet payer. Parce que les clients qui vont payer par M-Koudi et autres, eux, ils ont déjà payé, c'est fini. Et maintenant, on veut attendre le mois prochain pour que eux aussi, on leur dise que par rapport à la taxe d'habitation du mois de janvier, vous ne l'avez pas payée, il faut que vous la payez, sinon on va la considérer comme une faute et on va vous couper. C'est ça que nous avons dit. Quel est le lien entre la taxe d'habitation et la consommation d'électricité qui peut entraîner la coupure? Maintenant, pour terminer avec le point que j'avais commencé par évoquer, comme ils ont voulu faire du rattrapage, ils ont dit que la taxe non payée, la ligne qui n'est pas prévue, on va la considérer comme une facture. Et c'est comme ça qu'ils ont dit, par exemple, si vous avez un compteur de 3 kg, donc vous avez 200 francs. Parce que la taxe d'habitation, c'est 200 francs pour les compteurs de 3 kg. Donc on fait une facture, vous allez payer 200 francs, et à côté des 200 francs que vous payez, on vous demande encore, en plus, sur la même taxe, de payer un timbre qui est encore une taxe sur la taxe. Est-ce que vous comprenez? Comme si c'était un service que vous avez acheté. Comme si le fait de payer la taxe d'habitation est un service rendu au client et qui mérite que quand vous payez cette facture-là qu'on vous demande de payer un reçu, enfin un timbre encore. Et c'est ça qui explique les 2. Ça veut dire que ces 200 francs-là qu'on a demandé à tous ceux qui sont dans ce cas, c'est des 200 francs abusifs, qui sont illégaux, qui n'ont aucune justification, qui n'ont aucune pertinence. Ce n'est que le produit de l'inconséquence de la Nigélec qui n'a pas respecté les dispositions qui sont pour le moment applicables parce que la loi est en vigueur et qu'on est en train de la combattre, on n'a pas fini de la combattre. Et lorsqu'on va finir de la combattre, on peut demander de restituer à tout le monde, comme on peut arrêter et mettre une croix sur tout ce qui a déjà été fait. Voilà. Donc c'est pour vous dire que contrairement à ce que M. Bazon a dit, bon, évidemment, ça ne nous étonne pas. Les gens qui ont grandi, qui ont évolué dans leur vie, dans le mensonge, dans toute la vie, c'est le mensonge, c'est la démagogie, c'est la tromperie, c'est la duperie, c'est l'imposture. Ce n'est pas étonnant que les gens pensent que ce n'est rien du tout que de venir devant un public, devant la télé que tu sais, qui est regardée par tes gens les plus aimés, les plus proches, les gens qui te respectent.
Ils vont te regarder à la télévision en train de mentir, comme aujourd'hui je suis en train de parler. Imaginez que je suis en train de raconter des histoires. Si je raconte des histoires, comment les gens qui me connaissent vont me prendre au sérieux? Même s'ils ne vont pas parler, au moins ils savent eux que moi je suis un menteur, que moi je suis un faussaire, que moi je suis capable de mentir à la télévision nationale. Et à la télévision, j'allais dire du monde entier, les gens vous regardent en train de mentir, vous faites un meeting pour mentir. Nous, on n'a pas demandé autre chose. Notre lutte est une lutte citoyenne. Le combat porte sur la loi des finances. Ce n'est pas un combat qui vise quoi que ce soit. S'il y a volonté de déstabilisation, Hassan, laissez-moi le dire, parce qu'on a des indices. À Zender, nous avons déjà porté plainte. Très rapidement, président. À Zender, j'ai dit, nous avons déjà porté plainte contre un des responsables du parti qui a annoncé leur intention de profiter de nos manifestations pour faire de la perturbation. Déjà, Dieu est témoin. Et tout le monde est témoin désormais que nous, société civile nigérienne, regroupée au sein du cadre de concertation et d'action, qui est un mouvement de Jacques dans ce pays-là, a déjà organisé une fois, une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, une cinquième fois, sans problème. Donc si demain, nous faisons une manifestation avec problème, ça veut dire que c'est le gouvernement qui a poussé des gens, qui va mettre des gens parmi nous pour provoquer des gens, pour saboter notre manifestation et conduire à des choses que nous n'allons pas assumer. Ça, il faut que ça soit très clair. Parce que nous avons entendu, on a des échos un peu partout de ce qu'ils veulent faire maintenant. À défaut, d'ailleurs la preuve, ils ont commencé à mettre dans les réseaux sociaux que la manifestation est reportée. Que nous avons nous-mêmes demandé de reporter la manifestation. Et ça n'a pas marché parce que les gens savent qui signe et les gens ne vont pas le suivre. Mais leur intention là, et on a dit au gouverneur, et on a dit aux délégués de la ville, on a dit aux autorités policières que nous, vous a déjà donné la preuve que nos manifestations, elles sont pacifiques. Si elles changent de couleur, c'est vous. Et quand vous allez oser créer les conditions pour qu'elles changent de couleur, on va assumer dans toute la plénitude de ce que représente la responsabilité qui est la nôtre, parce qu'on ne va pas se laisser marcher dessus. On ne va pas se laisser marcher dessus. Ils n'ont pas plusieurs autres choses sous leur pantalon que nous. Okay, donc, c'est très clair, il faut qu'ils le sachent. Même qu'ils racontent tout ce qu'ils disent, voilà. C'est un choix que nous avons fait de vie. Mais ce n'est pas parce que nous ne sommes pas ce que nous sommes. Okay, donc, bien entendu, ça doit être clair et entendu pour chacun. Ok, donc voilà. Peut-être une dernière question, Président, en un mot, vraiment en deux minutes, c'est relativement à la situation à l'université Abdou de Niamey. Et comment vous déplorez cette situation? Juste en une minute, Président. Oui, ça encore, tu me ramènes dans une autre situation qui nous travaille. Parce que nous sommes perturbés. Nous sommes perturbés par ce qui arrive à notre université, l'université de Niamey, que nous avons connue de notre temps de jeunesse. Et aujourd'hui, qui vit aujourd'hui une situation pratiquement catastrophique, où des enseignants faisant des confusions délibérées. Parce qu'un syndicat, c'est un syndicat, il reste un syndicat. Le syndicat des enseignants n'est pas plus que l'UNU, les syndicats des étudiants, n'est pas plus que les Sympathini, les syndicats des PAT. En tant que syndicat personne morale, ils ont la même valeur, le même rôle, la même position. C'est comme nous l'avons dit un jour quand les gens ont voulu faire la confusion par rapport aux magistrats et aux juges et autres. Et on entend quand le Saman parle, on a l'impression que c'est comme si c'est l'administration qui gère la justice qui gère. Non! Le syndicat, c'est un syndicat, il défend les intérêts matériels et moraux de ses membres. Et s'il y a un problème qui concerne un de vos membres, donc vous avez la possibilité, nous sommes dans un état de droit, si vous n'êtes pas d'accord avec ça, mais vous n'avez pas à utiliser d'autres voies que d'utiliser les voies légales. Si vous estimez que ça a été fait, allez dire à la justice. Il peut porter plainte contre quelqu'un contre qui il pense que voilà, ils l'ont identifié, le monsieur qui a agressé. Moi aujourd'hui, si je suis agressé, mais je ne vais pas aller me plaindre au niveau de la société civile, mais je me plains à la justice. Si le jour-là, ça peut être une manifestation de citoyens ordinaires. Ça peut être d'autres gens. Ça peut qu'ils ne sont pas des étudiants. Et si ça arrive, on va. Qu'est-ce que le Sénex allait faire si c'est un autre citoyen qui n'est pas un étudiant qui a agressé un militant? Surtout qu'on les rencontre un peu partout dans des lieux souvent lugubres. On les rencontre. Et donc, alors, si ça devait arriver, alors ils vont faire quoi avec ce citoyen-là qui, lui, n'est pas étudiant membre de l'ONU? Et ils vont faire comment? Donc c'est pour ça que nous avons dit, non, c'est pas raisonnable. Je pense que
Et c'est pas raisonnable. Il y a d'autres gens qui visent autre chose. Vous savez, il y en a qui ont même l'intention de déstabiliser totalement l'université, parce qu'ils ont cherché d'autres choses, ils n'ont pas eu, ils veulent maintenant tout mettre à lambeau et provoquer une situation de chien libre pour que ça ne fonctionne pas, que ça ne marche pas, et qu'on dise que l'université n'arrive pas à fonctionner parce que ce n'est pas eux qui sont là où ils ont voulu être. Donc, c'est pour ça que nous disons que tous ensemble, les étudiants, les autres enseignants que nous connaissons très bien, qui sont des enseignants responsables, on a vécu avec eux depuis une vingtaine d'années, depuis près de 30 ans, pour beaucoup, parce que d'autres, on les a connus depuis 87. Et donc, je considère que il faut que les gens sachent raison garder. Et le gouvernement ne peut pas de responsabilité continuer à regarder la situation là comme ça. Mais quand même, c'est des milliards du peuple nigérien que l'on prend. Gaël, on est en train de nous plaindre de la loi de finances et de l'utilisation de l'argent qu'on veut faire avec cette loi de finances. Et voilà que l'argent qu'on utilise pour envoyer à une institution pour qu'elle travaille, pour éduquer les citoyens, pour renforcer la capacité intellectuelle du peuple, la capacité en ressources humaines du peuple, les gens se permettent de s'amuser. Et non, je ne vais pas parler avec gueule de bois, personne ne me connaît avec ça. Regardez, le SNEC s'est allé jusqu'à demander qu'on demande à ce que qu'on enlève les étudiants de toutes les instances de l'université conformes au statut. Mais le statut de l'université, il reconnaît la présence des 3 membres de la communauté, les sympathisants, les étudiants et les enseignants. Donc le syndicat des enseignants ne peut pas donner des ordres à un autre syndicat et ne peut pas le gérer ou bien donner des choses à faire par rapport à un autre syndicat. Ça, ce n'est pas conforme. En tant qu'acteur de la société civile, nous ne pouvons pas être solidaires de ces questions-là. Même s'il faut, comme ils sont en train de penser qu'ils peuvent prendre le truc en otage, mais il n'y a personne qui est indispensable. Et ce n'est pas au-dessus des capacités de l'État. Mais aujourd'hui, dans la situation où on est, je pense que la responsabilité, le sens de responsabilité doit commander et doit guider les gens. Et je pense que les gens sont suffisamment responsables et que nous devons tous comprendre qu'on ne doit pas donner vis-à-vis de l'opinion internationale, vis-à-vis de la communauté internationale, une image d'un pays qui n'est pas ce qu'il doit être. Surtout quand on parle de l'université. L'université de Niamey, elle est dans le Rézao, elle est dans d'autres communautés universitaires. Et donc, par conséquent, je pense qu'il faut que les uns et les autres sachent raison garder. Si la CASO crée des problèmes, on trouve des formules pour gérer les problèmes qu'ils ont là, parce que nous savons que la CASO fait plus de bien que de mal. Parce qu'aujourd'hui, comme nous l'avons dit, ce n'est pas parce que la police, dans un maintien de l'ordre, elle va faire de la bavure, qu'on va décider de dissoudre la police, comme jadis ça nous a été demandé à la conférence nationale, par des gens qui ont dit qu'il faut dissoudre l'armée parce qu'il y a eu ce qui est arrivé à quelque part. Donc, ce n'est pas possible. Il faut que les gens sachent raison garder. Il faut que les gens soient raisonnables. Et je crois que, Inch'Allah, ça va se tasser. Moi, je suis convaincu que les choses vont aller, ça va se tasser, ça va se calmer. Et les responsables, aussi bien de l'université que au niveau du gouvernement notamment, ils vont pouvoir faire quelque chose pour que la solution soit trouvée. En tout cas, nous plaidons que Dieu nous assiste dans cette... Merci, Président. Espérons que cette situation trouve une solution. En tout cas, rendez-vous, c'est demain. Merci. Demain, c'est le 11 mars. Donc, rendez-vous demain à la première heure, comme d'habitude, que chacun se prépare, hommes et femmes, jeunes et vieux. Vous êtes attendus pour démontrer que vous êtes capable de faire une marche citoyenne, une marche de dignité, une marche d'honneur, une marche de fierté citoyenne, une marche républicaine, qui n'est pas une marche achetée, parce que nous on a rien. Espérons que cet appel soit entendu par la population. Et la suite de cette édition, Monsieur le Président, et vous veuillez donc rester avec nous pour suivre la suite de cette édition avec ce communiqué de presse du ministère de la Santé publique relatif à des informations qui font état de la vente en Afrique d'un antibiotique falsifié. La substance de ce communiqué de presse avec Nasser Dantokou. Depuis quelque temps, des informations circulent et font état de la vente en Afrique d'un antibiotique falsifié dénommé Augmentin falsifié. En effet, une note d'alerte de l'OMS a fait état de la circulation d'une version falsifiée d'Augmentin en Afrique et plus précisément au Cameroun. Ce produit vient d'être retrouvé chez un patient l'ayant pris dans un dépôt pharmaceutique de la place au Niger. À cet effet, une équipe de la Brigade nationale de la police sanitaire et des inspecteurs des services de santé ont été instruits afin de mener des investigations nécessaires dans tous les dépôts pharmaceutiques, dans toutes les pharmacies, les centrales d'approvisionnement et autres sources d'approvisionnement en médicaments se trouvant sur l'ensemble du territoire national afin d'identifier ces produits falsifiés.
Dans le cadre de la préservation de la santé de la population, les pharmacies, les grossistes pharmaceutiques, les distributeurs et les vendeurs sont mis en demeure d'arrêter la vente des dits produits et de procéder à la destruction de ces produits suivant la voie réglementaire. Cette mesure est applicable sur l'ensemble du territoire national. Au cours de cette investigation, il a été déjà constaté l'existence de ces produits dans 2 régions, à Difa de la commune urbaine de Difa et à Tlaberi de la commune urbaine de Terra. L'emballage du produit falsifié semble être une imitation proche du produit authentique fabriqué par GSK. Il est à noter que le fabricant indiqué a confirmé qu'il n'avait pas fabriqué ces produits. Quelques erreurs peuvent être identifiées sur les inscriptions de l'emballage. Aucun des principes actifs pharmaceutiques entendus n'a été identifié lors des différentes analyses menées. Aucune réaction indésirable connue n'a été signalée à l'OMS à ce jour. Les détails sur les produits sont les suivants. Nom du produit Augmentin, numéro de lot 56 26 26, date de péremption mai 2019, date de fabrication mai 2016, principe actif déclaré 500 mg amoxyline trihydrate épais 125 mg, clavilanate potassium BP, fabricant indiqué GSK GlaxoSmithKline. En d'autres termes, le ministre de la Santé publique ordonne l'arrêt de la commercialisation à tous les produits de vente de ces produits falsifiés. Enfin, l'inspection générale des services du ministère de la Santé publique est instruite à poursuivre les investigations afin de pouvoir détecter d'éventuels manquements. Si vous êtes en possession de ces produits, veuillez ne pas l'utiliser. Si toutefois vous avez pris ces produits falsifiés ou si vous souffrez d'effets indésirables suite à sa consommation, veuillez immédiatement consulter un centre de santé. Le ministère de la Santé publique appelle à la vigilance de toute la population. Le ministère de la Santé publique signé Dr Ilyasu Menassara. En prélude aux élections professionnelles prévues dans les mois à venir au Niger, la Confédération Générale du Travail CGT se prépare activement à ce scrutin. Cette centrale a initié une session de formation et de sensibilisation à l'endroit de ses militants sur les enjeux de ces élections. Précision avec Asma Ousseidou et Halidou Bourema. Outiller les participants venus des différentes régions du Niger sur le processus des élections professionnelles que le Niger entend organiser, c'est l'objet de cette session de formation organisée par la Confédération Générale du Travail, CGT, à l'intention de ses militants. Une façon pour cette centrale de se préparer pour ces élections. En effet, le processus de ces élections entamées depuis plus de 4 ans pose la question de représentativité des organisations professionnelles. C'est pourquoi nous avons estimé que la nécessité s'impose à nous de former, d'outiller nos représentants. Au cours de cet atelier, vous serez entretenus sur l'évolution du processus et surtout de l'engagement de chacun de vous dans cette compétition. Ainsi, nous estimons qu'avec cet élan, notre centrale, la CGT Niger, sera parmi celles qui hissera leur fanion sur l'échiquier de la représentativité. Le secrétaire général de la CGT demande aux participants d'être attentifs et assidus pour être bien édifiés afin de mieux sensibiliser au retour les autres camarades sur la nécessité de tenir les élections professionnelles au Niger. À l'occasion de la Journée internationale de la femme célébrée le 8 mars dernier, la Fédération nigérienne de rugby a organisé ce samedi matin une initiation de jeunes filles à cette discipline, de jeunes filles issues de plusieurs établissements primaires de la ville de Niamey. Le compte rendu avec Nasser Dantofo et Nasser Seydou. 300 jeunes filles venues de plusieurs établissements primaires de la capitale sont concernées pour ce festival initié à l'occasion du 8 mars, Journée internationale de la femme. À l'instar du monde entier, la Fédération nigérienne de rugby n'a pas dérogé à la règle. Le festival GIR de cette année, conformément aux dispositions de World Rugby, qui voudrait que chaque journée du 8 mars soit célébrée partout dans le monde où le rugby est. Donc c'est en suivant cette ligne que la Fédération nigérienne de rugby, via le programme Get Into Rugby, a décidé d'organiser un festival uniquement à l'endroit des filles. Et cette année, nous sommes à l'établissement Flanquara 1, où nous avons à peu près plus de 300 filles. Nous avons réuni 300 filles des différents établissements de la ville de Niamey, que ce soit de la commune 5 jusqu'à la commune 1, 3 et 2. Et actuellement, vraiment c'est un programme où nous basons notre
notre force vers les établissements scolaires pour que le rugby renaisse. Et là, on va faire vraiment de la formation à la base. On apprendra aux jeunes via des activités ludiques comment embrasser, comment découvrir le rugby jusqu'à rester dans la discipline pour que vraiment on sente que le rugby au Niger s'installe. L'initiative a été vivement accueillie et saluée par le COSINI et le ministère en charge du sport. C'est une activité très intéressante dans la mesure où elle s'adresse aux jeunes. Aux jeunes, vous savez, le sport, c'est la jeunesse. Et le sport, il faut le commencer à bas âge si on veut avoir des très grands talents à l'avenir. Et le sport, il faut le commencer vraiment très tôt. Et voilà, moi je crois que c'est une très bonne initiative faite en tout cas par cette fédération nigérienne de rugby et dans le cadre des activités en tout cas annuelles qu'elle est en train de mener. Nous sommes très fiers et nous félicitons la fédération, nous félicitons les encadreurs et nous leur demandons de ne pas s'arrêter en si bon chemin, de continuer, de persévérer et de détecter parmi ces jeunes filles qu'on a vues, celles qui demain feront la fierté parce qu'elles seront sur le podium. C'est ça qui est l'intérêt. C'est ludique, les enfants se sont bien amusés et nous donne l'espoir que demain on trouvera parmi ces enfants-là ceux qui vont nous représenter au haut niveau. Ce programme d'initiation des jeunes filles au rugby sera élargi aux jeunes filles des différentes régions du pays. Point final de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision La Bari. Au revoir, excellente nuit à toutes et à tous et bon week-end à tous. À demain.